Salut à tous! Aujourd'hui, on continue notre plongée dans la SFFF avec un genre que j'affectionne vraiment très particulièrement puisqu'il s'agit du post-apo. Post-apo? Kezako? Le post-apo, pour post-apocalyptique, s'intéresse à l'avenir de la Terre et des hommes après qu'une catastrophe nucléaire, environnementale, enfin un truc apocalyptique se soit déroulé comme son nom l'indique. Dans la dernière vidéo, nous avions parlé du Planet Opera et de comment il permettait d'étudier les évolutions potentielles des sociétés humaines et des hommes. Le post-apo s'intéresse lui aussi aux gens, mais d'une toute autre façon. Car si le Planet Opera permettait de se demander comment la société allait se recréer et évoluer en dehors du cadre des règles de la Terre, qui est la planète mère, et de sa société originelle, le post-apo lui s'intéresse à l'avenir de l'homme une fois que cette société, fondée sur des valeurs communes, est détruite, carbonisée, atomisée. Bref, quand il ne subsiste que des restes fumants et radioactifs. Mais que devient l'homme en dehors du carcan des lois que nous connaissons? C'est la question fondamentale du post-apo. Très souvent, en fait, dans les œuvres que vous pourrez lire du genre, on se rend compte que les hommes, une fois libérés de toutes ces règles, vont révéler leur vraie nature et tout un panel de caractères et de comportements dits vrais, c'est-à-dire non biaisés par la société, qui permet encore une fois à l'auteur de se recréer tout un laboratoire d'expérimentation sociologique pour expérimenter les rapports humains. Parce que nous, les auteurs, on aime bien décortiquer les hommes. Les hommes vont-ils reconstruire une société à l'image de celle qu'ils connaissaient ou vont-ils balayer toutes les manières de fonctionner qu'ils avaient intégrées pour en recréer de nouvelles? Ce qui était tabou et interdit va-t-il devenir la norme comme l'esclavage ou les abus, la ségrégation? Le groupe peut-il survivre ou l'individualité prime-t-elle dans la lutte pour la survie dans un environnement plus qu'hostile? Le post-apo, c'est aussi l'occasion d'aborder tout un tas de thèmes connexes et notamment l'environnement dans ce que l'on appelle plus particulièrement les pré-apo, qui raconte en fait le déclin de la société humaine et de la civilisation que nous connaissons pour arriver au post-apo. Tout est lié. Il existe une flopée de titres tous plus géniaux les uns que les autres que je vous recommande de lire si jamais vous ne les avez pas déjà lus et qui sont un peu des classiques du genre comme Blade Runner, Je suis une légende, Silo ou encore World War Z dont on a déjà parlé sur la chaîne, pour ne citer que, mais il y en a évidemment tout un tas d'autres que je ne peux que vous recommander de lire parce que j'adore le post-apo. Ceci dit, je voudrais vous présenter 3 post-apo que j'ai lus en janvier et qui m'ont particulièrement marqué, chacun par leur atmosphère et par les univers qu'ils ont réussi à créer et qui ont réussi à m'emporter très 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 loin. Du coup, on est parti! Le premier est un classique ultime du genre et probablement le meilleur post-apo jamais écrit de tous les temps. Il s'agit du bien connu La Route de Cormac McCarthy qui a été adapté en film avec Viggo Mortensen, que je vous recommande de regarder, même si je ne suis pas d'accord avec tous les choix d'adaptation qui ont été faits, ça reste un film excellent. Ce livre n'est pas facile à lire. Il est même très difficile, pesant, injuste et violent. Je l'avais lu plus jeune quand il était sorti en 2006 et je l'ai relu en janvier parce qu'en ce moment j'avais une fièvre de post-apo donc je voulais absolument le relire et voir si des années après, presque 10 ans après, il me faisait le même effet ou pas. Je peux vous dire que oui. Même 10 ans après, j'étais essoufflée et sous tension pendant toute ma lecture. J'ai même dû m'arrêter 2 fois au passage de la grande maison victorienne et au moment du bivouac vers les 2/3 du livre parce que je savais ce qui allait se passer mais je pouvais pas. C'était au-dessus de mes forces. Ceux qui ont lu le livre savent de quoi je parle. La force de ce livre, c'est qu'il vous explose littéralement la face tant par le fond que par la forme. Explication. On y suit le cheminement d'un père et son fils dans un monde complètement dévasté, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus rien. Et quand je dis plus rien, c'est-à-dire moins que rien. Ils avancent vers le sud en quête de soleil et de nourriture, de vie, d'espoir, de n'importe quoi. Ils sont seuls, ils n'ont rien et ils souffrent. Et en fait, pour moi, le plus impressionnant, c'est la forme du livre. C'est la forme de la narration. Parce que la narration est totalement dépouillée. Les personnages n'ont pas de nom, ils sont l'homme et le petit. Il n'y a pas de mise en page pour les dialogues, il n'y a quasiment pas de ponctuation, à part les points de fin de phrase, mais il n'y a quasiment aucune virgule. Comme si les personnages avaient tout perdu depuis leur identité jusqu'à la structure du langage et de la pensée. Parce que la civilisation n'existe plus et qu'ils n'ont plus le temps de s'embarrasser en fait de tirets ou de virgules pour leurs pensées et leurs paroles. Ils se battent à chaque seconde pour survivre et du coup ils se débarrassent du superflu et cette élimination du superflu on le retrouve
dans l'écriture. Ça m'a énormément marqué à ma relecture. Je pense que je m'en avais pas spécialement rendu compte parce que j'étais trop jeune quand je l'avais eu la première fois pour appréhender en fait cette dimension de la structure de l'histoire et de la narration sur l'histoire en elle-même. Mais la manière dont l'auteur retranscrit sur son style le dépouillement de cette famille, c'est si vrai, si pur et si difficile en même temps. Ça porte totalement le récit et ça m'a retourné comme une crêpe. On s'en rend pas forcément compte, mais ça nous rapproche terriblement des personnages tout en restant très subtil parce qu'au bout d'un moment on est tellement pris dans leur quotidien, dans leur lutte de chaque instant qu'on se rend même plus compte que la structure de l'histoire et de la structure, vraiment la structure des mots est totalement ahurissante. Pour moi c'est un coup de maître que je vous recommande 1 milliard de fois. Par contre il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est vraiment parfois très difficile à lire. Le second post-apo qui m'a frappé au cœur ce mois-ci, il s'agit de Route 666 de Roger Zelazny. Alors je parle beaucoup de cet homme en ce moment mais je l'aime, que voulez-vous? Route 666 a été réédité récemment chez Helios dans cette superbe édition. Et on va pas y aller par 4 chemins, vous avez certainement vu le Mad Max qui est sorti donc en 2015, et pour les puristes, probablement tous les autres Mad Max qui étaient exceptionnels. Et bien Route 666, qui a été publié en 1969, est le livre qui a inspiré tous les Mad Max du monde. Donc oui, c'est une bombe ultime. On y suit le parcours d'un de mes nouveaux personnages préférés de la littérature, puisque vous savez mon adoration pour les gens qui ne sont pas des gentils. Et s'il y a bien une chose que Elle Tanner n'est pas, c'est gentil. Elle, qu'on appellera plutôt Tanner, a un parcours un peu chaotique. C'est un ancien Hells Angel, c'est un pyromane, un proxénète, un dealer de drogue et également un meurtrier, qui se retrouve en prison et que l'on sort de sa cellule pour une mission suicide, à savoir traverser toute l'Amérique par la route 666, donc depuis Los Angeles jusqu'à Boston, pour y amener un remède contre la peste. C'est ça ou la mort. El Tanner étant un survivant, il décide d'accepter au volant de son bolide et part sur les chapeaux de roue pour traverser l'Amérique. C'est violent, on va pas se mentir, parce que Tanner c'est pas un enfant de cœur, c'est rythmé, c'est visuel, c'est toujours inattendu et excessivement prenant, et c'est un de mes coups de cœur de 2018. Si vous aimez le post-apo sauvage mené sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire, je ne peux que vous recommander ce bouquin parce que vous y retrouverez tous les paysages démentiels de Mad Max que vous avez pu aimer dans les films, l'ambiance à la survie avec les grosses voitures, les grosses motos, les gros flingues et tout ça fait un bien fou, un bonheur du début à la fin. Et pour finir, je voudrais vous présenter un pré-apo, parce que je fais les choses bien, sous forme d'un thriller palpitant et particulièrement glauque. Je voudrais vous parler de Waterknife de Paolo Bacigalupi, que j'avais pu rencontrer aux Utopiales de 2016, il me semble. On a déjà parlé de cet auteur sur la chaîne, notamment avec La fille automate et Les cités englouties, que j'avais vraiment adoré au-delà de tout. Et ce nouvel opus est très différent d'un précédent. Déjà parce que c'est un pré-apo et surtout parce que c'est un thriller plus que de la science-fiction. Et je n'ai pas été déçue. Dans une Amérique en proie à la sécheresse, toutes les grandes villes, donc Los Angeles, Las Vegas, Phoenix, et tous les États sont devenus indépendants et se mènent une guerre assez violente pour des droits sur l'eau parce que le fleuve Colorado est en train de s'assécher et du coup ils ont tous besoin d'eau pour maintenir leur ville en vie. Catherine Case est la championne des droits de l'eau. Elle dirige Las Vegas et elle est prête à assécher n'importe quelle ville qu'il se mettra sur sa route. C'est-à-dire que elle va récupérer les droits de l'eau et elle va couper l'eau à des villes entières, quitte à tuer les gens, les envoyer en exode pour changer de ville. Elle en a rien à fiche, elle ce qui compte c'est que sa ville survive. Mais Phoenix, la belle ville de Phoenix, refuse de sombrer malgré que l'eau lui ait été coupée. Et 3 survivants que rien ne semble relier entre eux. Un mercenaire au service de Las Vegas, une journaliste ayant reçu un prix Pulitzer et une exilée texane qui a trouvé refuge dans les bidonvilles de Phoenix vont se retrouver piégés dans cette ville qui est une vraie cocotte minute prête à exploser. Alors que la guerre des droits de l'eau fait rage et que les alliances changent de minute en minute. Franchement, c'est un très bon livre, au début j'étais un peu sceptique et en fait on est très vite pris dans cette atmosphère. Je pense que ce qui fait vraiment le pouvoir de ce livre-là, c'est toutes les descriptions de la ville en train de mourir, du sable, j'avais l'impression de bouffer du sable quand je le lisais, c'était assez incroyablement bien rendu. Et puis l'intrigue est super bien ficelée et surtout, on se dit que bah ouais, ça pourrait arriver quoi. Et dans ce cas-là, comment on réagirait? Je me permets quand même de vous prévenir que ce livre est très violent et je mets un trigger warning sur les tortures parce qu'il y a 1 ou 2 scènes qui m'ont un petit peu, j'ai dû arrêter, je me sentais pas hyper sereine, je vais pas mentir. Le rythme est soutenu et présente une assez inquiétante étude de l'homme face à la raréfaction de l'un de ses besoins fondamentaux et fait se poser des questions sur, et bien encore une fois, que ferions-nous si cela arrivait en vrai? Voilà, ces 3 ouvrages présentent 3 manières vers laquelle la société pourrait évoluer en cas de destruction totale, partielle ou en cours du monde que l'on connaît. Je vous laisse les découvrir et vous faire votre propre avis sur l'homme et ses réactions en cas d'apocalypse. Moi, je vais faire des réserves. En attendant la fin du monde, je vous souhaite de faire de très belle lecture. Profitez-en parce que les livres brûleront les premiers lorsque le soleil deviendra froid. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.
Bisous.